que j'ai faites et asseyez-vous parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Je m'excuse, voilà, nous sommes en pleine période de canicule au moment où je filme la vidéo, donc je risque de dégouliner un peu, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, il n'y a pas le choix. Donc je commence avec quelque chose que je n'ai pas avec moi puisque je l'ai lu au boulot, puisque je travaille en librairie. J'ai lu du coup le dernier tome de La Sentinelle du Petit Peuple, qui est une BD jeunesse. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui va hériter d'une faculté de sa grand-mère justement, qui est capable de voir le petit peuple. Donc c'est les farfadets, les machins, les trucs. Et à chaque fois, dans chaque tome, il y arrive évidemment des péripéties. Dans ce tome-là, en fait, elle va rencontrer justement une amie, enfin, elle va découvrir qu'il y a une de ses camarades de classe qui potentiellement pourrait être, comme elle, une gardienne du petit peuple, enfin une sentinelle du petit peuple, mais en fait, non. On va vite se rendre compte que ce n'est absolument pas le cas, et qu'une sorcière a mis une malédiction sur le père de cette dernière, puisque justement elle lui aurait volé un chat, et donc son père risque de se transformer en loup-garou à cause de tout ça, donc on va suivre leur péripéties. C'est une BD jeunesse, comme d'habitude, comme on les aime, tout kiki, tout mignon. Est-ce que j'ai grand chose à en dire de plus? Non, ça se lit bien, c'est rapide, les graphismes sont comme je les aime, donc voilà. J'ai lu La Nouvelle Chef de Clan, le tome 7, donc on est sur un webtoon de réincarnation, parce qu'on est sur une jeune fille qui est une bâtarde, et qui va voir du coup son clan petit à petit, au fil des années, littéralement se faire traîner dans la boue à cause de la mauvaise gestion des héritiers légitimes. Et quand elle va revenir justement après sa mort à l'âge où elle a 6 ou 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça, enfin elle est petite quoi, elle va décider justement, vu qu'elle sait ce qui va se passer dans le futur, de faire en sorte que ça ne se produise absolument pas et de petit à petit se mettre justement en avant en montrant qu'elle a des connaissances que les autres n'ont pas. Et donc ils vont bien se rendre compte que cette jeune fille est un génie et voilà. Donc elle va petit à petit faire sa place. Je ne vais pas trop vous en dire, mais dans ce tome-là, justement, elle commence à faire son trou, vu qu'elle a mis plein de choses en place dans les tomes précédents. On commence justement à se poser des questions en mode waouh, cette gamine est franchement. Enfin, déjà, depuis le premier tome, ils disent que cette gamine est un génie, mais là, de plus en plus, justement, certains se posent encore plus de questions. Comment ça se fait qu'elle anticipe pas mal de choses, puisque elle connaît l'avenir. Il a déjà aussi changé pas mal la trajectoire de certains personnages qui étaient censés mourir et qu'elle a réussi à sauver, puisque dans le futur, le remède pour les guérir existe, et donc voilà, elle va réussir à les sauver comme ça. Et d'autres personnages qui étaient censés avoir une fin aussi déplorable, et que petit à petit, elle arrive à leur changer leur vie. Donc je suis très contente. Le prince aussi, le second prince, on le voit de plus en plus, et donc j'ai hâte de voir la relation se concrétiser entre les deux, parce que pour le moment, ils sont encore jeunes adolescents. Dans ce tome-là, justement, on les voit petit à petit grandir. Donc voilà, hâte de voir comment ça évolue. J'ai lu aussi La gardienne des concubines, le tome 8, et je suis aussi contente que chaque fois. On est sur l'histoire d'une jeune femme justement qui va avoir un mariage arrangé avec le bras droit de l'empereur, parce que l'empereur a décidé qu'elle allait se marier avec lui, ce qui ne lui pose pas vraiment le problème, puisque en général dans cette époque-là, ça se passait comme ça, donc elle savait bien qu'elle n'allait pas trop avoir le choix. Le souci, c'est que du coup, l'empereur lui fait pas mal d'épreuves à cette jeune femme plutôt, pour voir si elle a des compétences, si elle est capable, et pour lui donner justement le titre de gardienne du concubine. C'est-à-dire qu'elle va devoir s'occuper de ses maîtresses, de ses épouses et de ses concubines, qui sont toutes enfermées dans le même espace, et donc qui se chamaillent pour évidemment attirer l'attention à la fois de l'empereur, mais à la fois aussi tous les complots politiques qu'il y a autour, puisque évidemment elles ne font pas toutes partie des mêmes familles, des mêmes clans et des mêmes aspirations politiques. Donc voilà, et réussir aussi à avoir le futur héritier. Bref, vous voyez un petit peu le genre. Donc on est sur cette jeune femme qui à la fois fait un mariage arrangé, donc t'as un pan où on apprend la relation, comment elle se construit, et de l'autre côté, qui a cette mission aussi au niveau travail politique, d'essayer d'arranger, de faire en sorte que ça se passe au mieux entre les femmes de l'empereur. Donc dans ce tome-là, dans le tome 8, la relation avec son mari évolue de plus en plus, le type c'est un green flag possible, on adore, mais j'avoue que j'en ai encore pas assez, même dans ce tome-là où on travaille un petit peu. Lui, c'est trop un gars justement qui est capable de tout faire pour elle, mais qu'en même temps, quand c'est de son côté à lui, en gros, il se sacrifie voilà, pour les autres, aussi bien au boulot que pour elle, et que du coup, là, elle n'est pas contente. Et je suis très contente de voir ça, justement, comment elle va le secouer, le remuer dans les brancards. Et aussi de voir que justement tout le bienfait qu'elle a fait avant dans les autres tomes là est en train de lui revenir un petit peu, justement parce qu'il y a des personnes qui viennent à un moment, elle a besoin d'aide, et qui lui disent mais pourquoi tu nous demandes pas de l'aide en fait, nous quand on a eu besoin d'aide tu nous as aidés, maintenant c'est un juste retour des choses, évidemment que tu ne dois pas tout faire toute seule, on va venir et on va t'aider, surtout que tu nous as déjà aidés, donc c'est un juste retour des choses. J'aime bien aussi, c'est un peu cette idée, cette morale là. Donc je suis très contente de ce tome, même si je n'ai encore pas assez de romance à mon goût,
j'ai bon espoir que justement dans le tome prochain, on développe un peu plus le côté romance ou le côté intrigue politique et tout ça. Donc hâte de voir ça. J'ai lu aussi un autre livre que j'ai lu au boulot et que je n'ai pas ici en ma possession, c'est le livre de Gisèle Pellicot. Donc c'est Et la joie de vivre. Je vous avoue que c'est un livre que j'appréhendais en fait, parce que comme j'avais déjà lu la BD et j'avais déjà, enfin on a tous entendu parler de cette affaire évidemment, l'affaire de Maison, j'avais un peu peur, j'appréhendais que ce livre soit assez sombre et tout. Et en le lisant, j'ai été choquée de voir à quel point ce livre n'est absolument pas sombre. Dans cette narration, en fait, on alterne entre des chapitres du moment où on découvre l'affaire, en fait, où elle, qui n'était au courant absolument de rien, se retrouve convoquée au commissariat et que le lieutenant sur place lui montre des vidéos et des photos d'elle et lui disent est-ce que c'est vous dessus, et elle découvre en fait du coup. Enfin, au début, elle est dans le déni, elle n'arrive pas à assimiler le fait que ça soit elle sur les photos que son mari a prises et le pourquoi du coup son mari est incarcéré. Et ensuite, on alterne avec des chapitres justement où on revient sur la genèse, sur la rencontre de ses parents, sur l'histoire aussi de Dominique Pellicot, son environnement familial, leur rencontre à eux. Et justement, on alterne comme ça entre un petit peu passé et présent pour nous montrer à la fois le fait que, certes, nous, grand public, on connaît l'histoire qu'on a connue, donc l'affaire judiciaire en elle-même, mais on ne connaît pas l'affaire intime, l'affaire de la famille. Et j'ai trouvé ça justement très intéressant, ce point de vue-là, parce que elle ne veut pas être vue comme une victime, même si elle en est une, judiciairement parlant, elle ne veut pas être résumée à ça. Et donc elle veut bien montrer que, en fait, les 10 dernières années qu'elle n'a vécues ne résument pas ce qu'elle est et ne résument pas sa vie. Et ne résument pas non plus le couple qu'elle a formé avec Dominique. Et du coup, on avait un peu cette ambivalence entre des phases où elle dit que ce qu'il a fait, il l'a trahi, voilà. Mais en même temps, ce côté en mode le monstre que vous connaissez, ce n'est pas le mari que moi j'ai épousé, ce n'est pas la personne avec qui j'ai vécu pendant 40 années. C'est la personne que vous connaissez, voilà mes 10 dernières années. Mais elle ne veut à la fois, elle, pas être résumée à ça, et elle ne veut pas non plus qu'on résume sa vie aux 10 dernières années qu'elle a vécues. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, parce que en fait, moi j'ai fait des études de psycho et tout, et j'ai un petit peu réfléchi, parce que quand on lit son bouquin, justement, son bouquin n'est absolument... Enfin, je ne veux pas dire qu'il n'est pas sombre, mais c'est un bouquin où il y a plein d'émotions, mais c'est des émotions en même temps qui ne sont pas forcément négatives. Il y a des moments, évidemment, où l'affaire en elle-même, évidemment, elle n'est pas glorieuse, elle est un peu sordide. Donc, c'est pas toujours c'est pas la joie non plus, on va pas se mentir. Mais on n'est quand même pas sur quelque chose de justement très sombre, très horrible. On est sur quelque chose quand on se ressort avec de ce bouquin, enfin quand j'ai fini la lecture, et j'ai mes collègues qui l'ont aussi lu, donc on s'est toutes dit un peu qu'en fait ce titre est très juste pour elle, c'est la joie de vivre en fait. Cette femme incarne parfaitement cette chose, c'est que malgré tout ce qu'elle lui est arrivé, elle aurait pu être dans une aigreur pas possible et être, enfin voilà, dans la vengeance, dans la rancœur, et elle ne l'est absolument pas. Voilà, elle est, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on a l'impression qu'il y a une dissonance cognitive entre ce qu'elle sait et ce qu'elle ressent. Voilà. Et quand on lit son bouquin, du coup, c'est assez intéressant et assez impressionnant justement de voir comment le mécanisme, je pense que de défense qu'il se met, mais ça c'est chacun réagit comme il peut. Enfin, évidemment, tout le monde n'a pas les mêmes réactions. Et donc du coup, j'ai trouvé ça très intéressant, justement de voir aussi les répercussions qu'il y avait sur la famille après. Oh, d'ailleurs, les enfants. Alors encore, les deux garçons, leurs réactions sont plutôt cohérentes. La fille, j'avoue que j'ai eu énormément de mal avec sa réaction, qui tirait beaucoup la couverture à elle, parce qu'on ne sait pas, elle, du coup. Il y a des photos qui ont été découvertes sur elle, mais Dominique a toujours nié avoir touché sa fille, et à part ces photos, on n'a pas de preuves, donc qu'il se soit passé quoi que ce soit. Et j'ai trouvé ça dommage que pendant justement le procès de sa mère, elle tire la couverture à elle et qu'elle dise qu'il l'a détruite elle, en parlant de la fille, hein, et qu'elle tire la couverture à soi en disant que c'est presque plus dramatique pour elle que pour sa mère, parce que pour elle, on ne pourra jamais savoir si c'est le cas, et que du coup, elle vivra toujours avec ça avec elle. Je trouvais ça franchement petit, hein. Enfin, c'est ma vision des choses, hein, mais ta mère a vécu un enfer pendant 10 ans, et alors, parce que comme je vous ai dit, elle n'était pas consciente des viols, mais par contre, elle avait des symptômes qui montraient qu'il y avait un problème, parce qu'elle perdait énormément la mémoire, parce qu'elle avait des douleurs à certains endroits, et donc elle a été dans un désert médical pendant 10 ans, parce que Dominique, à chaque fois qu'elle se plaignait de maux et de trucs,
il l'emmenait chez le médecin et elle a passé des IRM, et tout le monde lui disait c'est dans votre tête madame, vous n'avez absolument rien. Alors que son mari savait pertinemment ce qui lui arrivait, parce que c'était lui qui la droguait. Ah, ça on a envie de le tuer, mais c'est encore autre chose. Et je sais plus où je voulais en venir, mais bref, oui, voilà, la fille pour moi tirait un peu trop la couverture à elle, alors que c'était pas le moment, c'était pas le lieu, et voilà. Et à un moment justement aussi, quand les enfants apprennent ce qui s'est passé avec le père, ils débarquent chez leur mère le lendemain, et ils lui prennent tout ce qui en ils lui prennent tout, ils jettent tout, et à un moment justement, Gisèle, elle a un petit sursaut en mode mais ce sont mes affaires, enfin ne jetez pas tout, et sa fille surtout en mode mais tu vas quand même pas garder quoi que ce soit de cette vie-là en fait. Et du on est dans la tête de Gisèle, et justement c'est ce qu'elle reproche un petit peu aussi bien à ses enfants qu'à tout le monde, c'est que tout le monde voudrait qu'elle mette un trait, qu'elle raye 50 années, je crois, 50 ou 60, 50 années de sa vie, alors qu'elle, ce n'est absolument pas ce qu'elle veut faire. Elle veut rayer évidemment les 10 dernières années, mais tout le reste, elle veut le garder parce que pour elle, ça a existé, même si pour les autres, ce n'est pas le cas, parce qu'ils ne voient Dominique que comme le monstre. Pour elle, ça a existé, voilà. Et voilà, donc je ne sais plus où je suis partie, mais c'était hyper intéressant, comme je vous ai dit. Surtout qu'on a eu aussi des petites vibes du procès et des défenses. J'avais envie de les tuer, les accusés, qui niaient alors qu'il y avait les vidéos, qui niaient alors qu'il y avait les photos. Enfin, les gars, moi je veux bien que vous niez quand il n'y a pas de preuves, ok? Mais quand vous vous filmez en train de violer une femme, et que même avec la vidéo à la preuve, vous niez, mais je suis désolée, mais messieurs, ce n'est plus du culot! Franchement, ces passages-là, j'étais en mode vénère, mais comme c'est pas permis, vous pouvez vous en douter. Et en plus, au bout d'un moment, justement, après le procès, pas après le procès, mais pendant l'affaire, elle va du coup essayer justement de se reconstruire, nanani nanana. Gisèle, je parle de Gisèle, et elle va rencontrer quelqu'un. Et on va avoir aussi un petit peu entrefilé justement son histoire d'amour avec cet nouvel homme, et comment justement elle se réapproprie à la fois sa vie de femme, sa vie amoureuse, son corps et tout ça. Et j'ai trouvé ça justement très lumineux, très intéressant, et franchement, moi c'est clap-clap pour cette femme, parce que justement, moi, quand je suis ressortie de cette lecture, j'en suis ressortie sans... Enfin, la haine des hommes, parce que voilà, encore une fois, une nouvelle affaire, et je sais qu'il y en a encore beaucoup malheureusement, des affaires comme ça, enfin pas des affaires comme ça, mais voilà, la société dans laquelle on vit n'est pas une société sûre pour les femmes, malgré qu'on nous dise que les féministes, le combat est terminé, le combat n'est pas terminé quand on voit ce genre d'affaires, quand on voit toutes les affaires qui ont à l'heure actuelle, que ce soit les féminicides, que ce soit la pédocriminalité, que ce soit les stars justement qui abusent de leur pouvoir, ou même au sein des familles, c'est pareil, on voit qu'il y a plein de choses. Bref, c'est encore une horreur. Donc le féminisme a encore beaucoup de combats menés, justement. En plus, on voit qu'il y a une vague de incel et de masculinistes qui apparaît de plus en plus. Donc, j'ai envie de vous dire, les gars, voilà, j'avais la haine pour le fait que ça arrive encore une fois, mais elle est très lumineuse dans la manière qu'elle a de voir la vie, et elle le dit d'ailleurs, moi, voilà, il m'est arrivé ce qui m'est arrivé, mais elle est, à l'heure actuelle, elle est heureuse, et je suis très contente pour elle, hein. Mais c'est vrai que du coup, c'était un livre sur lequel je partais et que je pensais aller être plombée, et finalement, non. J'ai parlé très longtemps de ce livre, en même temps c'est un sujet très intéressant, mais je vais peut-être parler du reste des bouquins que j'ai lus aussi. J'ai lu Nina au Royaume des Étoiles, du coup le tome 17, donc là on n'est pas du tout sur la même vibe, je vous avoue. Bien que celui-ci est aussi sombre, parce que nous sommes sur Nina, du coup une jeune fille qui a les yeux bleus, mais qui était une orpheline. Avoir les yeux bleus dans cet univers-là, c'est très rare, très très rare, puisqu'on considère qu'ils descendent d'un peuple, voilà, qui s'appelle le peuple des étoiles, et ils sont très très rares. Donc quand la princesse va mourir alors qu'elle est censée devenir la grande prêtresse et se marier à un royaume adjacent pour éviter qu'il y ait des conflits politiques et que le pays se fasse envahir, et bien du coup ils vont décider de partir à la recherche d'une jeune fille aux yeux bleus et de pouvoir la transformer en la princesse pour pouvoir l'envoyer au royaume. C'est ce qui va se passer, ils vont récupérer Nina dans la rue, lui dire soit tu nous écoutes, soit tu meurs. Donc évidemment, elle va décider de devenir la princesse qui est censée être morte et aller se marier avec un royaume, un prince en l'occurrence assez cruel du royaume d'à côté. Sauf que tout ne va pas se passer évidemment comme prévu, parce que pendant sa formation, le prince du royaume dans lequel elle vit
qui lui fait la formation, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, et quand elle va partir pour faire le mariage avec le prince cruel, à force justement de côtoyer ce prince cruel, il va y avoir aussi des sentiments qui naissent entre les deux. Donc on va avoir un petit triangle amoureux au début, mais plus ça avance justement, plus on laisse de côté les relations entre les personnages, on laisse aussi un peu de côté les intrigues politiques, bien que là ça revienne un petit peu, et on est plus sur des intrigues magiques, parce que du coup on va découvrir justement comment ça se fait que les yeux bleus soient aussi rares, pourquoi. On va découvrir que Nina a des pouvoirs magiques, et donc du coup pourquoi son peuple a été persécuté et tout ce qui s'ensuit. Et là, on est dans un délire justement avec des dieux. Et là, vous voyez, il y a un dieu qui vient envahir, qui vient posséder un des garçons, donc en l'occurrence Azur, le prince du coup du royaume natif de Nina, son premier amour très clairement. Et du coup, elle va se retrouver en étant entre guillemets la représentante de la déesse des étoiles, donc de la déesse lumineuse, et son premier amour est possédé par le dieu du chaos, je crois, donc un dieu sombre. Donc là, on va se poser des questions, comment on va faire, et tutti quanti. Donc j'ai hâte de lire la suite justement pour voir comment avance cette histoire. J'ai lu aussi Cross of the Line, non Cross the Line, Elodie ne rajoute pas de mots, voilà. On est du coup sur une romance entre un pilote de Formule 1 qui, lui, malheureusement, ça se passe pas très bien pour lui, puisque même s'il est assez performant dans son écurie, très clairement, le patron, un des pilotes est le fils du patron, donc il est mis en avant par rapport à lui, alors que lui est beaucoup plus performant que le fils du patron. Et en plus de ça, sa community manager qui s'occupait de ses réseaux, ils se sont fâchés l'un et l'autre, et donc du coup, elle a balancé des rumeurs sur les réseaux sociaux, comme quoi il aurait des IMST, et ouais, du coup, pour son image, ça le fait pas du tout, les sponsors ne veulent plus le suivre, bref, c'est un peu la merde au niveau de sa carrière. Il va retrouver du coup un de ses meilleurs amis, et surtout la petite sœur de ce dernier qui, elle, est une community manager qui vient juste justement d'être diplômée et qui recherche désespérément un boulot parce que elle vient d'être diplômée et donc du coup elle n'a pas d'expérience et les boîtes ne veulent pas l'embaucher. Donc il va se dire pourquoi pas la prendre vu qu'elle n'a pas de boulot et que moi je suis à la recherche de quelqu'un qui pourrait redorer mon image. Le seul petit hic, c'est qu'il vient un an plus tôt, lors justement d'un anniversaire de ce fameux meilleur ami, tous les deux se sont embrassés et se sont jurés que ça ne se reproduirait pas puisque cette jeune fille justement, elle a déjà eu une relation avec un des amis de la bande et ça s'est très mal fini puisqu'il l'a trompée et donc tous les gars ont tourné le dos à ce mec par solidarité avec cette fille. Et donc du coup, le frère de cette fille a dit à tous ses potes, vous ne touchez plus à ma soeur, je ne veux qu'aucun de vous l'approche, tout simplement parce que déjà de un, c'est ma petite soeur donc je vais la protéger, et deuxièmement, je veux pas que ce qui s'est passé avec Jérémy se reproduise. Donc du coup, quand les deux s'embrassent l'année dernière, ils se disent non, c'est pas une bonne idée, on va pas partir dans ce plan-là, si ça se passe pas entre nous après, ça va faire comme avec Jérémy, ça va être la merde. Sauf que, eh bien là, un an s'est passé, évidemment, les deux pensent toujours l'un à l'autre parce que, voilà, enfin même tu sais, surtout qu'elle est en crush sur lui depuis des années puisque c'est le meilleur ami de son frère et qu'elle le connaît depuis qu'elle est toute petite. Mais lui, il l'a toujours un petit peu vue comme la petite sœur, même s'il la trouvait kiki. Voilà, c'était toujours la petite sœur de son meilleur ami, donc il n'était pas question de la toucher, jusqu'à ce que quand même elle grandisse et que maintenant il voit que c'est une femme et tout, et il est plus qu'intéressé, le bougre. Surtout quand il va se rendre compte qu'elle, justement, elle a un crush sur lui depuis des années et qu'il n'était pas au courant. Et que s'il avait été au courant justement plus tôt, elle n'aurait peut-être pas été avec Jérémy, mais avec lui, et donc du coup ça ne se serait peut-être pas passé aussi mal. Bref. Du coup, les deux vont travailler d'abord de manière assez professionnelle, vont essayer de rester professionnels, d'ailleurs c'est bien le terme, mais bon, ça va très vite déraper, vous vous en doutez, nous sommes dans une romance, et j'ai bien aimé, parce qu'en plus, nous sommes sur un gars qui a des origines indiennes, et elle, je sais plus c'est quoi ses origines, mais du coup, on parle de culture qu'on n'a pas souvent, qu'on voit pas souvent justement dans les romances, et c'est hyper intéressant parce que justement, en plus, la sœur de celui-ci se marie, donc on voit plein de festivités et tout indiennes, de plein indiens, enfin bref, il y a plein de choses justement dans cette culture qui est partagée, et j'ai trouvé ça hyper chouette et hyper intéressant. Et justement, ils parlent tous les deux le fait d'être métis, parce qu'ils sont à la base de deux ennemis, même si lui, comme il est pilote de Formule 1, il est pas mal en Europe, justement, parce que il doit beaucoup voyager, et puis son écurie, je sais plus aller où, mais je crois que de base elle est en Europe. Donc voilà, on a la relation entre les deux qui se crée, que j'adore, très green flag, le gars, on adore toutes les petites attentions, tous les petits déclats qu'il fait, enfin voilà, à un moment justement elle balance juste le fait que elle aime bien les macarons, le lendemain il se ramène avec 10 macarons de chaque parfum, elle a plus de 200 macarons sous les bras, elle est en mode mais quoi?
Enfin bref, il est trop kiki, on adore. Franchement, j'ai passé un excellent moment avec cette lecture. Je la recommande. Si vous voulez une lecture justement comme ça, green flag, pas prise de tête, allez-y, foncez. Et en plus, chose assez rare, on n'a pas de grosse crise des 80% qui arrivent en général toujours, ils se prennent la tête, miscommunication et tout. Non, justement, comme je vous dis, ce sont les green flags. La grosse crise, en gros, qui arrive, c'est que maintenant, il va falloir l'annoncer aux frères, en fait, qui sont ensemble. Et à chaque fois, ils repoussent les séances jusqu'à ce que le frère découvre le poteau rose. Et c'est ça la crise. Mais c'est pas une crise, justement, entre deux, tout va bien. C'est juste une crise, en gros, parce qu'un tiers va découvrir la nouvelle, mais... du coup j'ai bien aimé en fait que justement on n'est pas à une crise en mode ils se sont pas parlé, il y a eu un problème de communication entre eux deux et voilà ils vont plus se voir pendant des semaines et des mois et des années et ils vont se remettre ensemble après. Non, donc là j'ai kiffé. Alors là pour le coup j'ai beaucoup moins kiffé, voire pas du tout, ça a été une torture. Attention spoiler. En plus oui je vous ai pas dit mais Cross the Line c'est une lecture de devoir de Mira Zonchi qu'elle m'a mis, j'ai une palle de voir voilà, qu'elle sélectionne. Celui-ci aussi, et je crois que le prochain You With A View aussi, normalement c'en est un. Bref, du coup j'ai bien avancé aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais dans mes lectures obligatoires, donc je suis contente. Donc on repart sur le résumé de attention spoiler. On est sur une jeune fille qui est très fan d'une série et qui, elle, à l'inverse, elle est géologue, je crois, c'est ça. Donc c'est une scientifique. Elle adore une série à tel point qu'elle en écrit des fanfictions, mais elle se divise. La femme qu'elle est tous les jours, la géologue et tout, la scientifique, ne peut pas être une fangirl, ne peut pas être une fille qui justement écrit des fanfictions et qui se cosplay dans les personnages qu'elle kiffe. Donc elle dissocie sa vie privée de sa vie créative et sa vie professionnelle et privée d'ailleurs, parce que même les personnes de son entourage personnel ne sont pas au courant qu'elle écrit des fanfictions. Et donc on a ça pour elle, et en plus c'est une personne qui a une certaine corpulence, dirons-nous, voilà, c'est une femme forte, donc elle y a aussi toute la grossophobie qu'on peut ressentir et tout, donc ce sont des sujets très intéressants puisque on parle à la fois d'une femme qui est une femme scientifique et à la fois dans un milieu du coup qui est très compétitif et pas forcément très bien accueillant pour les femmes, et le fait aussi d'être grosse et sur les réseaux sociaux et sur voilà comment ça se passe. Donc il y a ce sujet là. Et on a un autre sujet qui est aussi traité, du coup c'est lui, du coup l'acteur, un des acteurs principaux de cette fameuse série, et comment il joue en fait un rôle tout en n'étant pas lui-même justement, parce que le visage qu'il donne de lui au grand public n'est pas du tout la personne qu'il est en réalité, puisque il souffre de dyslexie. Et ça aussi c'est un sujet que je trouvais très bien abordé, très bien traité, et il a beau en fait être... c'est pas intelligent que je veux dire, mais il a beau savoir des choses et tout, il a justement ce handicap, il a cette dyslexie qui le rend un petit peu bête aux yeux des autres, puisque justement, le tout premier interview qu'il va faire lorsqu'il va être célèbre, sans le prévenir, on va lui demander de lire un texte. Et donc il va être filmé en live en train de lire un texte, et en tant que dyslexique, lire un texte, si tu n'as pas été prévenu avant, c'est très compliqué, et donc il a été affiché avec l'étiquette du « sois beau mais tais-toi » en fait. Le gars il est beau gosse mais il est bête, il n'est pas capable de lire. Alors que ce n'est pas ça évidemment, c'est bien plus profond que ça. Et donc, du coup, il a décidé que, officiellement, il aurait cette étiquette de « il est beau, mais il est bête ». Et en plus, ça l'arrange, parce que justement, après, quand il y a des conférences, quand il y a des questions-réponses pour faire la promotion, par exemple, de la série, on ne lui adresse jamais de questions trop pointues et tout ça, et donc il est un peu pépère. Donc il a ce rôle du bonnet, mais à côté, justement, vu qu'il n'est absolument pas un bonnet, et qu'il n'est pas d'accord, justement, avec la prise de direction de la série, puisque la série est une adaptation d'un bouquin qui existe, et que lui a lu les bouquins, parce que justement, il adore la littérature, il adore lire, et même s'il a un handicap, voilà. Il a décidé, justement, d'écrire lui aussi des fanfictions sur cette série pour avoir un autre point de vue et des points de vue qui respectent un petit peu plus l'œuvre originale, ou des fanfictions qui partent dans des univers totalement différents, mais bon, ceux qui connaissent la fanfiction, vous savez que des fois c'est très proche, mais des fois ça peut être aussi royalement aux opposés. Donc voilà, et justement il va se prendre d'amitié avec une autre écrivaine, une autre fille qui fait des fanfictions, et du coup les deux vont devenir évidemment amis sur les réseaux et vont même bêta-lire les textes de l'un et de l'autre. Il va d'ailleurs la prévenir en disant « écoute, tu verras sûrement beaucoup de fautes dans mes textes parce que je suis dyslexique », et elle va lui dire « il n'y a pas de souci ». Et les deux en plus sont assez complémentaires parce que lui il a tendance à écrire justement
des histoires assez sombres, assez émotionnelles, dramatiques, et tout ça, jamais de scènes de smut. Alors que elle, c'est l'inverse, elle écrit des romances justement très colorées, très vives, avec beaucoup de sexe vanille et tout ce qui s'ensuit. Donc les deux justement se complètent énormément. Jusqu'au jour où elle décide justement de changer de boulot et elle va mettre justement une photo d'elle justement en cosplay sur son Twitter. Et du coup, il va y avoir toute une vague de harcèlement grossophobe et elle va évidemment très mal le prendre. Mais il va même être tweeté justement en mode bah, franchement, si tu avais ça sur ton plateau, tu jouerais peut-être pas aussi bien justement parce que elle ne représente pas du tout l'image de l'actrice, enfin du personnage qu'on veut. Et lui va retweeter en mode ben, moi, cette fille, je la trouve très belle et très charmante. À aucun moment, en fait, je ne serais dégoûtée de jouer avec elle, bien au contraire. Et il va l'inviter à dîner. Et au début, elle va être choquée en mode d'où. C'est comme si, je sais pas, moi, Henri Calvin vous invitait à tweeter, enfin, à dîner, vous voyez. Ben, elle est en mode. Donc, elle est un peu choquée. En message privé, elle lui dit non, mais monsieur, enfin, voilà, je me doute que vous voulez avoir une bonne image en public, que vous m'avez défendu, je suis très contente de voir que vous êtes une personne bien, mais on n'était pas obligé de pousser le vice jusqu'à vraiment aller dîner au restaurant. Et lui, il est en mode si. Et donc, du coup, ils vont aller décider de bel et bien aller dîner au restaurant. Sauf que lui, en fait, au fil du temps, au fil du repas, justement, il va comprendre qu'elle est la fille avec qui il me bêta écrit sur les réseaux. Et il ne veut pas qu'elle découvre, en fait, qu'il n'est pas le bonnet qu'il laisse paraître. Sauf qu'elle va vite se rendre compte en fait parce qu'il y a des mots qu'il va utiliser genre nonobstant. C'est pas un mot que tu utilises régulièrement quoi. Et plein de petits mots comme ça qu'il va laisser filtrer au fil de la conversation. Et elle est en mode mais en fait il est pas que beau, il est aussi intelligent. Et donc voilà, il va y avoir justement une romance qui va commencer à potentiellement, enfin c'est pas une romance, c'est plutôt une relation de confiance qui va s'installer entre les deux. Sauf qu'à contrario, lui comme il a compris qu'elle était sa bêta lectrice, et qui veut pas jouer sur des tableaux, et ben il va rompre la relation virtuelle avec elle, sauf qu'elle elle va pas comprendre parce que ça fait plus de 2 ans justement qu'elle est amie avec ce type, donc elle va se dire ah ben ça y est, il a vu ma photo sur les réseaux sociaux que je suis grosse, et donc du coup la relation que ça fait 2 ans qu'on entretient, où je pensais que c'était une vraie relation et tout, finalement ben en fait non. Et voilà, il va y avoir un quiproquo comme ça qui va se créer parce qu'elle va être assez triste de perdre cette relation. Mais en même temps, d'un autre côté, elle est assez joyeuse de découvrir que l'acteur qu'elle idolâtrait jusqu'à il n'y a pas longtemps, au final, enfin, pas idolâtrer parce que justement, à un moment, elle le dit, elle préfère son pote, pas lui, parce que lui, dans sa tête, il était juste beau, mais pas intelligent. Et les deux, justement, petit à petit, vont apprendre à se connaître jusqu'aux justement fameuses crises des 80% où elle va se rendre compte que en fait, l'un était l'autre, en fait, que le gars avec qui elle s'est prise d'amitié pendant plus de 2 ans sur internet est le même gars qu'avec qui elle est en train de commencer une relation, et donc elle va se sentir trahie parce qu'il a laissé passer plusieurs semaines voire plusieurs mois sans lui dire la vérité. Je vous avoue que sur ce bouquin, mon gros problème c'est qu'on est allé trop dans les détails en fait. Moi j'ai trouvé ça long. En fait, ça aurait pu faire 200 pages de moins que ça aurait été parfait parce que on revient beaucoup sur tout ce qui est justement fanfiction, analyse de texte, on va dans la profondeur de... Et on revient plusieurs fois sur les mêmes sujets. On a en fait... on a même parfois, vous voyez, hop, carrément, elle parle d'une fanfiction et vous avez une page sur la fameuse fanfiction. Vous avez lui qui analyse un texte, vous avez le texte, et puis elle derrière qui vous redise la version que elle a eu du texte, nanana. Voilà, j'ai trouvé que c'était trop long, trop lourd, qu'on rentrait trop dans les détails de certaines choses, que ça pouvait être justement abrégé, écrémé pour qu'on aille string to the point à la romance. Même si, comme je vous dis, les sujets étaient hyper intéressants, la dyslexie, la grossophobie, bref, l'image publique qu'on renvoie, bref, il y avait des sujets très intéressants, le cyberharcèlement et tout. Mais c'était trop lourd, trop long, trop dense, on rentrait trop dans les détails. Il y a des moments, j'avais juste envie de DNF le bouquin, mais en même temps, je voulais savoir justement où allait l'autrice, quel était son objectif. Donc j'ai clairement pas pris un bon moment de lecture, même si, comme je vous le dis, de base, tous les sujets qui sont dedans m'intéressaient et sont intéressants. Mais voilà, c'était... Je vais pas dire que c'était pas chouette, parce que j'ai bien aimé la romance, comme vous pouvez voir, je peux vous en parler de long en large en travers. Il y a plein de petits moments green flag entre les deux là, trop choupi et tout, nanani, nanana. On kiffe. Voilà, le consentement et tout, on est dedans. Mais trop long, trop dense pour pas grand chose. J'ai lu aussi Lightfall
Donc du coup on est sur une BD là pour le coup. Je voulais lire le tome 4 puisqu'à la base c'est celui-là qui sort ce mois-ci, donc je me suis dit allez je me mets à jour. Sauf qu'en lisant le tome 4, je ne comprenais absolument rien. Et au bout de 20 pages, je me suis dit je vais peut-être aller voir quand même si j'ai lu le tome 3. Et en effet, je n'avais pas lu le tome 3. Donc du coup, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Livefall. On est sur un monde où on est sur une jeune fille qui, son grand-père, il perd la mémoire, je crois. Et elle, on est sur une fille qui... C'est un peu stylisé, mais on est à la fois sur de la crise d'angoisse, je pense, que plus sur de la dépression. Et c'est hyper intéressant justement parce qu'on en parle dans le premier tome. Et dans le deuxième, on est plus sur les apparences pour être trompeuse. Et justement, plus on avance là, dans le tome 3 et dans le tome 4, on est sur un monde fantastique, très clairement, avec des créatures magiques et tutti quanti. Et on est avec elle qui va justement, au fil de cette aventure, se faire un ami qui s'appelle Cald, et qui est le dernier de son espèce, et qui recherche justement à découvrir s'il en reste d'autres de son espèce. Et donc on va voyager, découvrir que le soleil en fait est en train de mourir, et donc ils vont même détruire le soleil carrément. Donc là ils sont en quête dans le tome 3 et dans le tome 4 pour essayer de sauver l'humanité, enfin pas que l'humanité mais toutes les espèces même, puisque le soleil a disparu, évidemment ça crée quand même pas mal de problèmes. Donc j'ai lu le tome 3 et j'ai lu le tome 4. J'ai bien aimé, même si là on rentre dans quelque chose d'un peu plus mythologique, justement parce qu'on rentre plus en profondeur sur une chose qui est arrivée je crois dans le tome 2, où justement on a toute une phase de l'histoire qui a été racontée aux différents peuples, et en fait on découvre que ce n'est pas la vérité. Et ça j'aime bien en général ce genre de traitement justement, parce que l'histoire avec un grand H, encore une fois, a été écrite par des gens, a été écrite par les vainqueurs. Et ce n'est pas parce que c'est leur version de l'histoire que c'est la vérité de ce qui s'est passé dans l'histoire. Et donc là justement j'aime beaucoup dans ce récit-là, c'est que c'est ce qui est dit en fait. La version que les hommes ont n'est pas la même version que les divinités ont. Et c'est très important puisque les humains se posent en victime en mode voilà, les dieux ont fait ci, les dieux ont fait ça, alors que les dieux vous expliquent que non, les dieux ont créé le monde, et une fois que les humains sont arrivés sur le monde, ils ont demandé à ce que les dieux obéissent aux humains, et ils ont carrément enlevé un dieu et l'ont esclavagé. Donc voilà, hein, et que maintenant ils perdent le soleil, les humains font les gros ouin 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 ouin, mais en attendant, voilà, et c'est pas des oies blanches non plus. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que justement, toute l'histoire que la jeune fille a lue justement dans ses manuels et tout, elle se rend compte que ce n'est pas la vérité qu'on lui a appris. On lui a appris la vérité des hommes, mais ce n'est pas la vérité de d'autres espèces, et ce n'est encore moins la vérité des dieux. Et donc, franchement, j'aime beaucoup, voilà, parce que les apparences sont trompeuses, et parce que comme, voilà, le fait que... nous aussi, au niveau historique, on n'a pas toutes les vérités, puisque ce sont en général rapportés par des gens, et même encore on en découvre. Vous voyez par exemple Enigma, l'histoire aurait pu être très différente si ça n'avait pas été géré de cette manière-là. Donc voilà, enfin bref, moi j'adore ça de toute manière, l'histoire de base, et de voir que justement selon les points de vue, ce n'est pas du tout la même interprétation de l'histoire, et donc il n'y a pas de vérité en tant que telle, il n'y a que des visions du monde et de la réalité. Tout le monde n'a pas la même vision. Par exemple, les personnes qui vivent un événement, bizarrement, quand vous vous adressez à différentes personnes, ils ne la vivent pas de la même manière. Voilà, j'ai lu du coup ces deux BD là, et je suis très contente parce que pour le coup, je suis à jour maintenant. J'ai lu aussi Le coup de la virilité. Alors à la base, moi, je l'avais demandé en version essai tout petit, tout mignon, mais ma soeur n'a jamais voulu me l'acheter, alors que je l'avais mis 1 million de fois dans ma wishlist. Mais il est toujours passé à la trappe. Et quand j'ai vu qu'on l'avait en version plus illustrée, en version voilà, plus jolie à la librairie, je me suis dit, juste après avoir lu justement Gisèle Pellicot, eh ben vas-y, je vais essayer de lire pour voir si je peux avoir des informations complémentaires. Et comment vous dire que si je pouvais vous faire juste une vidéo sur ce bouquin, je vous en ferais une, parce que pour moi, il est d'utilité publique, justement parce qu'on explique que le coût de la virilité en France équivaut au PIB de la Bulgarie. Voilà. Le fait que les hommes se comportent comme des hommes et non pas comme des femmes, je mets des guillemets évidemment, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'expriment pas leurs sentiments, mais par contre qui sont des personnes violentes, qu'on leur dise que voilà, c'est la force avant tout qui compte, qu'il ne faut surtout pas qu'ils agissent comme des femmes, sinon on les traite d'homosexuels, enfin bref, il ne faut pas qu'ils soient des êtres sensibles, il faut ceci, il faut cela, bref. Et le fait que voilà, le coût de la virilité, le titre porte très bien son nom, eh bien, a un impact très important sur la société et sur nos finances, puisque on pourrait rembourser pas mal de choses, puisqu'elle me dit que du coup,
le coût de la virilité en France monte à 92 milliards d'euros par an, puisque le fait justement que les hommes se comportent comme ça a des coûts justement au niveau administratif, ça a des coûts au niveau financier, parce qu'évidemment ça coûte de l'argent au niveau de tout ce qui est comment dire, pénitentiaire, les infrastructures pour les tribunaux, pour payer les gens, les avocats, aussi pour les frais d'hospitalisation pour les victimes de ces personnes. Enfin bref, tout ça, ça a un coût, hein, que les gendarmes, comme je vous dis, les magistrats et tout ça, tous ces frais qui sont petit à petit augmentés. Donc voilà, elle avait fait un algorithme, enfin elle avait fait une équation qui d'ailleurs a été reprise par des scientifiques, elle le dit dans sa conclusion au final, et qu'elle était joyeuse parce qu'elle se rendait compte que le projet qu'elle avait fait pour sa thèse au final va servir dans certains pays pour calculer tout ça et tout. Et donc du coup c'est effarant justement de voir le prix que ça coûte, et malheureusement le chemin, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, il est encore très long à faire, parce que ben, voilà, si les hommes se comportaient comme des femmes à l'heure actuelle, on gagnerait 92 milliards d'euros en France. Donc on pourrait régler très clairement une partie de notre dette, voilà, la dette de la France, ou alors la sécurité sociale, ou plein d'autres choses, la transition écologique aussi, enfin bref, les hôpitaux pareil, qui sont endettés jusqu'au cou, enfin il y aurait plein de soucis en moins, et donc potentiellement voilà des économies à faire. Donc j'ai trouvé ce livre très bien fait. Je le conseille vivement à lire, aussi bien pour des femmes que pour des hommes, justement, pour se rendre compte de tout ce que la société inculque, justement. Parce que si les hommes sont comme ça, c'est pas parce que eux l'ont décidé, c'est parce que justement il y a tout un moule, toute une société depuis tout petit en fait. On n'éduque pas les filles comme on éduque les garçons. Et quand les parents nous disent le contraire, c'est faux. Une petite fille, tu vas vouloir pas qu'elle aille se crapahuter dans les arbres, alors qu'un petit garçon, tu vas le laisser faire, le laisser se foutre plein de boue sur ses habits, tu vas t'en fiche, alors qu'une petite fille, déjà tu vas lui mettre une robe, donc déjà elle ne peut pas crapahuter facilement en arbre. Déjà tu la conditionnes rien qu'avec un vêtement. Ensuite quand va-t-elle salir, tu vas lui dire oh non, une petite fille ne se salit pas, une petite fille ne fait pas la tronche, une petite fille ne fait pas ci, ne fait pas ça, donc déjà tu vas la mettre dans un moule. Pareil, par exemple, quand on est ado, un garçon, s'il sort, tu vas le laisser sortir, tu vas rien lui dire. Une fille, tu vas lui dire fais attention quand tu sors dehors, ne t'habille pas n'importe comment, ne parle pas à n'importe qui, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Vous voyez? Donc qu'on arrête de nous dire que les filles et les garçons sont éduqués de la même manière, ce n'est absolument pas vrai. Et donc ça a aussi un impact sur le comportement. Et je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne suis pas sûre que vous êtes là pour ça, donc voilà, j'ai adoré ce bouquin et je le recommande à tout le monde. Pour moi, il est d'utilité publique, il devrait être dans les CDI, dans toutes les médiathèques, les bibliothèques et tout, parce qu'il est très intéressant. Et je vois que j'ai beaucoup parlé pour l'ensemble de ces vidéos, il m'en reste un dernier à vous parler du coup. You With The View de Jessica Joyce. L'année dernière, j'avais eu un réel coup de cœur avec son autre, c'est The Ex-Yours, My Ex-Yours, je sais plus, bref. Mais ça avait été un coup de cœur intersidéral. Et donc j'avais un petit peu peur, parce que c'est aussi un devoir lecture de Mira, mais je me suis dit, j'ai peur, parce que pour un peu, je vais y mettre des attentes tellement élevées, vu que l'autre, je l'avais adoré, et celui-là, j'ai un peu peur justement de ne pas l'aimer autant. Mais du coup, je l'ai lu, et on est sur l'histoire d'une jeune fille qui était très proche de sa grand-mère, très 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 proche, et elle va découvrir en fait, quand sa grand-mère va mourir, qu'elle lui a caché des secrets. Elle va découvrir une mallette avec dedans des photos et des lettres pour un certain Paul, juste l'année avant qu'elle rencontre en fait son grand-père à elle, et dans ces lettres, on voit qu'ils se déclarent leur amour, qu'ils se promettent de se marier et qu'ils ont même commencé à initier un road trip pour leur lune de miel. Donc elle se dit, ah ouais, en fait, c'est pas juste une petite amourette comme ça qu'elle a eu grand-mère, c'est vraiment le premier amour de sa vie, bien avant, enfin pas bien avant, mais justement juste avant qu'elle rencontre grand-père. Et donc, du coup, elle se dit, mais en fait, tout ce qu'elle m'a dit, c'était faux, et j'aimerais bien rencontrer cet homme pour découvrir un petit peu plus de ma grand-mère, en fait, pour découvrir si ce que je connais de ma grand-mère est vrai ou pas. Et donc, elle va faire un appel sur TikTok en faisant une très belle vidéo, très bien montée et tout, en disant, écoutez, cet homme est visiblement connaît ma grand-mère, et comme ma grand-mère est décédée, j'aimerais découvrir un petit peu plus sur elle, et donc j'aimerais voir grâce aux réseaux sociaux si vous êtes capable de m'aider à retrouver cet homme. Évidemment, ça va pas louper, ça va faire le buzz sur TikTok, et elle va retrouver quelqu'un, va lui envoyer un message en disant oui, je reconnais cet homme sur cette photo, c'est mon grand-père. Ils vont se donner rendez-vous, et Vlatipa, que l'homme, elle le reconnaît du coup, donc elle est très contente, mais le jeune homme qui est juste à côté d'elle, enfin juste à côté de lui plutôt, c'est son rival depuis le lycée. En fait, depuis le lycée, il y avait un type dans son lycée avec qui ils étaient toujours en train de se battre pour la première et la deuxième place. Et donc, quand elle découvre que Théo est le petit-fils
du premier amour de sa grand-mère, elle se dit c'est pas possible en fait, le karma m'en veut. Et donc le fameux grand-père Paul va se rendre compte qu'ils se connaissent et va bien très vite voir qu'il y a atome crochu entre eux, mais que les deux en fait, au lieu de laisser leur attirance justement, ont cette espèce de relation de rivalité entre les deux. Elle est dans une période assez compliquée parce que justement elle vient de se faire licencier et donc elle a dû retourner chez ses parents parce qu'elle n'a plus de moyens de se loger et tout ça. Et lui à l'inverse, Théo, c'est le gars qui a très bien réussi, qui a monté sa propre entreprise, qui a été dans le dernier Forbes, voilà, il fait partie des 30 en dessous de 30, donc des 30 entrepreneurs qui ont moins de 30 ans et qui ont déjà réussi. Et donc elle est en mode, bah oui mais lui il a tout réussi et puis moi je suis une merde à côté de lui, alors qu'au lycée on était toujours, voilà, toujours à égalité ou en train de se battre l'un contre l'autre. Et donc elle a un peu la rage, on va pas se mentir, mais en même temps comme elle a ce deuil à faire de sa grand-mère et qu'elle le passe un petit peu grâce à Paul, le grand-père avec qui elle discute beaucoup, et bien petit à petit justement ils vont passer de plus en plus de temps avec Théo jusqu'au climax où en fait elle se rend compte justement que pourquoi pas faire le road trip que sa grand-mère et Paul avaient décidé de faire quand ils étaient jeunes pour justement qu'il lui raconte un petit peu plus l'histoire en profondeur. Et donc c'est ce qui va se passer. Ils vont faire un road trip tous les trois, puisqu'à la base normalement elle était juste censée le faire avec Paul. Sauf que Théo va pas l'entendre de cette manière, il va dire écoute, t'es une jeune femme de moins de 30 ans et lui c'est un grand-père de 80 ans, je vais pas vous laisser partir tous les deux en voyage comme ça, traverser la moitié des États-Unis, il en est pas question, donc je viens avec vous. Et donc voilà, on va très vite se rendre compte que justement aussi les apparences sont trompeuses, parce que même si lui il a réussi justement, il a réussi mais au détriment de pas mal de choses, et on va voir que sa vie n'est pas toute rose. Et justement j'ai bien aimé la relation entre les deux, comment à la fois ils s'envoient des pics tous les deux, mais on le sent depuis le début l'attirance qu'il y a entre eux. Et le petit grand-père il joue sur ça en fait, il est trop kiki. Et on a la fameuse trope justement, comme je dis, ils vont faire un voyage, donc à un moment la seule exigence que Théo il avait c'est que chacun ait sa chambre, pour que voilà, son grand-père il a 80 ans, il n'a pas envie de le faire dormir dans un bivouac de merde, donc la seule exigence qu'il avait c'était chacun sa chambre. Évidemment là elle s'est trompée, il y a une des réservations qu'elle a pris où il n'y a qu'une seule chambre et donc il faut aller dormir sur le clic-clac. Le grand-père se propose, mais les deux autres refusent évidemment. Et on a la première nuit où elle dort sur Clic-Clac, lui il dort par terre, mais très vite évidemment, vous vous en doutez. Il va la rejoindre, il a 3 points de bed, on sait comment ça finit. Donc j'ai bien aimé, parce que pareil, il y a toute une tension entre les deux, puisque il y a le côté où ils sont attirés l'un par l'autre, mais ils se disent, c'est chelou, parce que nos deux grands-parents étaient aussi attirés l'un par l'autre, et au final ils n'ont pas fini ensemble. Et donc voilà, c'est bizarre. Et puis ils n'ont pas envie non plus que justement la relation entre eux ternisse la relation qu'elle est en train de construire avec Paul. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé justement, parce qu'on a de beaux messages de transmission, de schémas transgénérationnels aussi. C'est assez chouette. Et j'ai passé un très bon moment et je suis très contente. Et du coup, je voulais découvrir si l'autrice avait écrit d'autres choses. Alors visiblement, elle en a écrit d'autres, mais ce sont des petites nouvelles et qui n'ont pas été traduites en français. Et donc je suis assez chafouin. J'aimerais bien, parce que voilà, j'ai adoré. Et j'ai passé un très bon moment. Surtout juste après avoir lu, attention spoiler, là, avoir lu celui-là, c'était beaucoup mieux. Et voilà. Donc j'étais trop contente, j'étais trop kiki. D'ailleurs mes collègues elles se moquaient de moi quand elles me voyaient après mes lectures en mode calme-toi, ça va bien se passer. Mais non, ils sont trop kiki. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un petit commentaire. Là, vous pouvez mettre en ce moment, vu les chaleurs, mettez des petits soleils ou alors des petites gouttes d'eau, faites ce que vous voulez, mais là, c'est la chaleur qui nous gagne. Et puis, si vous voulez me soutenir aussi en tant qu'autrice, je vais vous laisser évidemment en barre d'informations les liens pour aller voir mes romans, parce que j'écris de la romance et de la romantaisie. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous passez un bon moment, que vous faites de bonnes lectures, et je vous fais tout plein de gros bisous.